Bonjour à tous, je m'appelle Kenza Ibnatia et je suis chef de produit intelligence artificielle pour Microsoft France. Aujourd'hui, je vous propose un webinaire autour du sujet comprendre l'IA dans le cadre d'un Exploria, le rendez-vous 100% digital organisé par le collectif Impact AI. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, le collectif Impact AI est une association de loi 1901 et c'est un collectif de réflexion et d'action autour de l'IA qui rassemble aujourd'hui plus de 70 organisations de toutes industries pour œuvrer dans le but d'une IA éthique et à impact sociétal positif. Et donc du 25 mai au 5 juin, ce collectif propose au grand public Explore IA, soit 2 semaines dédiées à l'intelligence artificielle, englobant tous les événements, contenus et autres moments digitaux qui peuvent être organisés par les membres du collectif. Et c'est dans ce cadre que Microsoft, membre fondateur du collectif, vous propose d'explorer l'AI Business School en une semaine. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'outils qui nous permettent d'être plus agiles, plus efficaces, notamment pour faire face à des crises comme celles qu'on vit actuellement, voire même d'anticiper l'impact de telles crises et pour mieux les affronter et y apporter rapidement des solutions le moment venu. Et la Microsoft AI Business School, alors c'est quoi? C'est une formation en ligne, un MOOC gratuit à destination des dirigeants d'entreprises et de leurs équipes de management. Parce que l'IA n'est pas uniquement le sujet des data scientists ou des profils techniques, elle est le sujet de tous et il est aujourd'hui plus que jamais critique que nous nous en emparions, et notamment les profils décideurs métiers, à qui on s'adresse aujourd'hui spécifiquement. Et donc à l'occasion d'Explore IA, on décline cette AI Business School, cette formation, en 5 épisodes quotidiens, afin de vous donner, vous décideurs métiers, quelques clés d'utilisation de l'IA. Des cas d'usage rapidement actionnables à l'intégration de l'IA à votre stratégie d'entreprise. Cette semaine doit vous donner les bases de l'IA et doit vous permettre d'entrevoir un peu plus clairement ce qu'elle peut concrètement vous apporter. Donc aujourd'hui, on aborde l'épisode Comprendre l'IA. Donc c'est le premier épisode de la semaine. Les autres piliers de la formation AI Business School seront traités les prochains jours de la semaine et seront également disponibles en replay après ça. On commence, on y va. Alors, comprendre l'IA. Je vais commencer déjà par expliquer pourquoi est-ce qu'on en parle autant aujourd'hui. Alors, il est vrai que l'IA en tant que telle, d'un point de vue technique, n'est pas un sujet qui est nouveau. Je veux dire, ce n'est pas une révolution technologique de ces dernières années, non. C'est plus une révolution, une suite d'améliorations continues d'un point de vue technologique et des innovations technologiques en continu sur ces dernières décennies, on va dire. Donc alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu un tel sujet de buzz? Pourquoi est-ce qu'on en entend autant parler dans les médias? Pourquoi est-ce qu'on on voit des exemples d'utilisation de l'IA qui se répandent assez rapidement? Donc en fait, c'est parce que on se retrouve concrètement au carrefour de trois phénomènes. Le premier, c'est ben, la maturité d'un point de vue algorithmique. C'est vrai que encore une fois, l'IA n'est pas un sujet techniquement nouveau, donc on a eu énormément d'avancées d'un point de vue algorithmique ces dernières années, et ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on a des algorithmes assez pointus qui nous permettent de faire beaucoup de choses. Ensuite, le second phénomène, c'est le volume de données présent autour de nous. C'est vrai on est dans un monde où les données sont omniprésentes. Je pense qu'à titre individuel, nous-mêmes, on est des émetteurs de données ambulants entre notre travail, nos réseaux sociaux, nos devices, notre utilisation des téléphones, des montres connectées, et j'en passe. Donc oui, on est dans un monde où il y a énormément de données, on n'en a jamais eu autant. Et la donnée, on le sait, en tout cas on va le voir un peu plus cette semaine, c'est le fuel, le carburant de l'IA. Et enfin, le troisième phénomène, c'est la capacité de calcul. On a aujourd'hui, grâce au cloud, une capacité de calcul et une agilité qu'on n'avait pas auparavant et qui nous permettent de faire énormément de tests par rapport à l'IA, ce qui est critique, mais aussi d'envisager enfin de sortir l'IA des laboratoires de R&D pour une implémentation en entreprise à l'échelle. Et c'est ça la vraie différence. Donc c'est parce qu'on se retrouve au carrefour de ces trois phénomènes qu'on parle autant de l'IA aujourd'hui, parce que justement, voilà, les possibilités ont d'un coup, le champ des possibles a d'un coup explosé. Alors, quand on parle des innovations algorithmiques, moi je vais vous donner quelques exemples de records qui ont été établis ces dernières années. Alors, quand on dit record, c'est la parité homme-machine qui a été établie sur certaines capacités qui sont très représentatives de l'IA. Nous, on va surtout parler ici de capacités cognitives.
Donc là, par exemple, vous voyez certains records qui ont été établis par des chercheurs Microsoft lors de challenges et de concours académiques. Donc vous avez par exemple la reconnaissance visuelle, donc la reconnaissance d'images en 2016, la reconnaissance vocale en 2017, la compréhension de texte en 2018, la traduction instantanée en 2018 également, la synthèse vocale et enfin, plus dernièrement, la compréhension du langage. Donc, ce sont des tests qui ont permis d'établir un niveau de performance ou un niveau d'erreur qui était similaire à celui de l'être humain. Alors, pour vous donner un peu plus de fond sur cette question, moi, je vais prendre un exemple et on va un peu plus rentrer dans le détail. C'est la parité homme-machine établie en 2018 en compréhension de texte ou MRC, Machine Reading Comprehension en anglais. Donc, sur ce test-là, donc déjà, c'est un test, c'est un challenge qui est organisé par Stanford, donc qui s'appelle le SQUAD, le Stanford Question Answering Dataset. Donc c'est une équipe de chercheurs Microsoft en Asie qui l'a remporté. Et en fait, le fonctionnement et le principe est relativement simple. C'est que on va challenger en fait des algorithmes sur de la compréhension de courts textes qui sont des extraits de Wikipédia. Et donc, en fait, comment ça fonctionne si je dois simplifier au maximum? C'est qu'on prend voilà, des extraits de Wikipédia assez courts et qu'on prend également deux groupes de personnes, donc des êtres humains, à qui on va demander au premier d'établir une liste de questions qu'on peut poser sur ce texte. Alors, ces questions doivent trouver leur réponse dans le texte. Vous voyez un exemple à droite, par exemple. Effectivement, vous voyez en couleur les réponses aux questions qu'on peut poser. Il faut vraiment que la réponse soit dans le texte et ne soit pas abstraite, ne soit pas conceptuelle. Il faut vraiment que ce soit un mot ou un groupe de mots dans le texte. Et ensuite, au second groupe de personnes, on va demander de proposer des réponses à ces questions. Et ensuite, à côté de ça, on va entraîner des algorithmes pour répondre à ces questions. Et on va noter, du coup, on va regarder la performance de ces algorithmes comparativement aux réponses qu'auront fournies les groupes de personnes. Et c'est là où on va regarder notamment une métrique, l'EM métrique, vous voyez ici, qui s'appelle l'exact match, et qui justement regarde à quel point les réponses données par l'algorithme, le système d'IA, correspondent parfaitement ou pas aux réponses données par le groupe d'êtres humains. Et effectivement, l'algorithme qui a été ici développé par les équipes Microsoft dépasse même, on va dire, la précision des réponses des êtres humains, parce que bon, il y a toujours une certaine complexité, une certaine ambiguïté dans certaines réponses, et l'algorithme a justement dépassé l'ambiguïté que voyait le groupe d'êtres humains. Donc c'est assez intéressant ici. Après, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on peut dire que l'être humain, que la machine aujourd'hui peut lire et comprendre des documents mieux que des êtres humains? Bien évidemment, non. Parce que bon, il y a pas mal de choses qu'il faut prendre en compte ici. On est sur un challenge qui prend des textes qui sont relativement courts. Aujourd'hui, voilà, si on prend un livre, par exemple, voilà, c'est assez long, donc plus c'est long, plus il y a de phrases, plus il y a de phrases, plus il y a de la complexité, plus il y a de possibilités de réponse aux questions, et plus du coup ça devient, on va dire, challenging pour un système d'IA. Et puis aussi, on est sur des extraits Wikipédia, donc c'est des extraits qui sont d'assez bonne qualité, qui sont bien écrits, la grammaire et la conjugaison normalement sont parfaits, donc ça facilite aussi l'entraînement, la gestion de la complexité, on va dire, des réponses possibles pour un système d'IA. Et je pourrais continuer aussi sur d'autres arguments qui disent que bon, et bien sûr, c'est une énorme marche qui a ici été gravie pour l'intelligence artificielle, parce qu'on voit que voilà, quand on entraîne un algorithme sur une tâche très spécifique, eh bien, on peut dépasser la performance humaine. Maintenant, on est assez loin, bien évidemment, voilà, de la performance humaine d'une manière générale sur la compréhension de texte et d'une manière générale au niveau de l'IA. Ce qui m'amène d'ailleurs à ce second slide
qui me permet de souligner ce point. Aujourd'hui, pour un peu démystifier l'intelligence artificielle, on est assez loin d'un point de vue performance, de l'intelligence artificielle générale, comme on l'entend, c'est-à-dire l'intelligence artificielle en tant que concept d'un système qui égalerait l'être humain, qui pourrait remplacer l'être humain, qui pourrait en tout cas performer de manière égale à l'être humain sur l'ensemble des tâches et l'ensemble des fonctions voilà, qui sont celles de l'être humain au quotidien. Non, aujourd'hui, on va être sur des systèmes d'IA, notamment qui se basent beaucoup sur l'apprentissage automatique ou le machine learning, qui est le socle de l'IA, voire sur du deep learning, qui est une sous-catégorie du machine learning. Et ça va être des systèmes en fait qui vont être relativement performants, voire même très performants, voire même plus performants que l'être humain sur des tâches qui sont très périmétrées, très scopées, très précises. À titre d'exemple, voilà, on peut s'attendre à avoir des systèmes d'IA aujourd'hui qui sont capables de détecter des tumeurs sur des imageries médicales de manière plus performante que l'œil humain parce qu'au niveau de l'analyse au pixel près, on est très bon, mais enseigner aujourd'hui à une intelligence artificielle le concept de gravité ou encore des concepts qu'un enfant de 2-3 ans comprend très facilement, ça c'est un peu plus complexe. Par exemple, si je vous donne l'exemple du jeu, je pense que tous ceux qui ont des enfants autour d'eux ont déjà testé ce petit jeu, d'avoir un objet sur la table et puis ensuite de le cacher et de demander à l'enfant mais où il est passé. En général, l'enfant, vers 2-3 ans, il sait dire ah, mais en fait, retire ta main, l'objet il est juste derrière. Aujourd'hui, une intelligence artificielle, vous lui faites le même petit test, le système d'IA ne détectera pas la présence de l'objet derrière la main. Il y aura deux analyses. Une analyse où voilà, je vois l'objet est détecté parce qu'il n'y a pas la main devant. S'il y a la main devant, on détecte la main, on ne détecte pas l'objet. Comprendre qu'il y a un objet qui se cache derrière la main, ça c'est un concept très abstrait qu'on ne peut pas aujourd'hui enseigner à l'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est pour vous donner un peu les limites aujourd'hui de ce qu'il est possible de faire avec l'intelligence artificielle. On atteint des niveaux de performance incroyables, mais sur des choses assez périmétrées, très précises, et c'est déjà super. Alors, on va revenir tout à l'heure sur le machine learning, mais juste avant, du coup, pour préciser un petit peu l'intelligence artificielle et la définir, si vous deviez retenir une définition de l'IA, moi je vous proposerais celle-ci. L'IA, c'est l'automatisation des tâches sans les programmer. Au service notamment de 3 capacités. Donc, si on retrouve une de ces 3 capacités au sein d'une machine, on peut parler d'intelligence artificielle. La première capacité, ça va être la capacité à comprendre son environnement. Et par là, on va reprendre par exemple tout ce qui est du registre de la reconnaissance visuelle, la reconnaissance de caractères dans la documentation, etc. La seconde capacité, ça va être la capacité à raisonner. Donc vraiment sur la base de données, notamment imparfaites, un système d'IA sera capable de raisonner, d'apporter des conclusions, d'apporter des recommandations, par exemple de détecter des situations anormales et d'être un outil de support à la décision des êtres humains. Ce qui m'amène à la dernière capacité qui va être la capacité à interagir. Donc là, on entrevoit ici toutes les plateformes, toutes les interfaces de langage naturel avec l'être humain, donc tout ce qui va être agent conversationnel, tout ce qui va être bot intelligent, tout ce qui va être assistant digitaux intelligent, etc. Donc on reboucle un peu la boucle avec l'être humain, donc on comprend, on raisonne et on interagit, on réintègre la recommandation de l'intelligence artificielle au niveau de l'être humain. Donc si on retrouve une de ces 3 capacités, on peut parler d'intelligence artificielle. Maintenant, qu'est-ce qui différencie l'apprentissage automatique ou le machine learning, donc qui est un des socles de l'IA, du développement logiciel traditionnel? Alors en fait, il serait très difficile de mettre en place des capacités d'apprentissage, de perception, de cognition, on a parlé tout à l'heure de capacités cognitives, avec de la programmation classique. Pour faire simple, les développeurs logiciels, ils créent un algorithme qui transforme une entrée en sortie. Donc maintenant, si on adoptait cette approche pour aborder un problème de perception classique, par exemple reconnaître un objet au sein d'une image,
on devrait penser à un programme qui utiliserait par exemple la logique if, then, else pour généraliser un problème qui est complexe. Détecter, reconnaître un objet au sein d'une image, il y a énormément de possibilités. Donc, programmer ça avec une logique traditionnelle du style if, then, else, c'est très compliqué parce qu'on ne va pas, on va pas pouvoir couvrir tout le champ des possibles en fait. Donc, même si certains développeurs ont entrepris un tel travail dans le passé, ce n'est pas une approche qui est pratique, qui est pragmatique pour être implémentée à l'échelle ou efficace. Donc, on a vraiment besoin d'une autre méthode pour la partie pour faire de l'IA. Et c'est là où en fait on va parler d'apprentissage automatique qui va fonctionner différemment. Dans l'apprentissage automatique, contrairement au développement, on va dire, de logiciels traditionnels, au lieu de créer manuellement un algorithme, on va l'entraîner avec de nombreuses paires d'entrées et de sorties. Donc en fait, la donnée qui auparavant était une donnée de résultats dans le développement traditionnel de logiciels, aujourd'hui on va l'utiliser, en tout cas sur les données d'entraînement, en entrée, entre guillemets. C'est-à-dire on va avoir des données, on va avoir des paires, entrées-sorties, idéalement en grand nombre, pour entraîner un algorithme sur voilà en fait le match qu'il faut faire entre une donnée et son résultat. Et donc on va l'entraîner sur ces données et une fois qu'on a entraîné cet algorithme, qu'il est créé, on peut l'appliquer à de nouvelles entrées dont on ignore les sorties, dont on ignore le résultat finalement comme dans la programmation un peu plus classique. Et c'est ainsi voilà, qu'on va avoir un algorithme, on va dire, assez pointu en résultat finalement de cette technique. Et par exemple, si on revient à notre exemple de perception, dans la capacité à identifier, à reconnaître une image, on peut générer des milliers d'images, chacune dotée d'un objet qui est correspondant identifié. Donc par exemple des images où on va détecter un chien, des images où on va détecter des chats. Et ensuite, grâce à ces données d'entraînement, on peut entraîner un algorithme qu'on peut ensuite utiliser pour une nouvelle image. Et il va s'emparer de cette image et évaluer l'objet du coup qui s'y trouve. Donc voilà en quoi consiste concrètement le machine learning, bon, de manière très simplifiée, et je m'excuse d'avance auprès des puristes sur, voilà, sur la simplification de cette explication. Alors donc en conclusion, pour concevoir des modèles, comment est-ce on procède? Donc déjà avant tout concevoir un modèle, c'est concevoir une fonction. La différence, c'est que les paramètres de la fonction ont été acquis à partir des données, oui, dans le sens où en fait on tente d'apprendre les paramètres en amont de cette fonction à partir de toutes les données d'entraînement dont on dispose. Et c'est en ça que consiste l'apprentissage automatique. Et en fait comprendre ces paramètres, c'est s'appuyer sur différents algorithmes, différentes techniques pour prendre en compte toutes les données et du coup en déduire les paramètres. Et on fait ça en général en utilisant des langages comme R, Python, dont vous avez dû probablement entendre parler auparavant, et puis des structures, des frameworks comme scikit-learn. Voilà, c'est essentiellement de cette façon. On va dire que les data scientists bâtissent des modèles aujourd'hui, encore une fois, de manière assez simplifiée. Et donc finalement, on en revient à une conception de modèle qui repose sur 3 étapes clés. Et c'est très important d'avoir ces 3 étapes en tête parce que finalement, elles vont être clés dans votre prochain projet d'intelligence artificielle. La première étape, ça va être de préparer les données et c'est vraiment une des étapes, les plus critiques et aujourd'hui, on s'en rend compte, bon, on le dit, la donnée, c'est le carburant de l'IA, c'est un des points critiques de l'IA, mais en fait, dans un projet d'intelligence artificielle, on le voit encore plus parce que là où on va passer probablement le plus de temps, c'est à identifier, les données, les bonnes données, les données pertinentes pour mon projet, c'est à les façonner, à les nettoyer, à les préparer. Tout ça, en fait, c'est quand même c'est du travail et c'est un des points les plus importants, de votre projet d'intelligence artificielle. Une fois que la partie données est faite, c'est là qu'on développe et qu'on entraîne notre algorithme et enfin la troisième étape va être de le déployer, donc par exemple dans une application web, ou encore parfois sur des devices, sur des objets, comme par exemple sur une machine, en usine parce qu'on veut monitorer, cette machine et on veut anticiper, de potentielles pannes au niveau de cette machine, donc dans des cas d'usage comme la maintenance préventive ou la maintenance prédictive. Et on y reviendra là-dessus demain dans le webinaire cas d'usage. Après, je vais juste faire un petit, on va dire un petit pas de côté
pour parler des réseaux de neurones artificiels. On en a parlé tout à l'heure rapidement, le deep learning est une sous-catégorie du machine learning. Et en fait, il fait référence à la conception de modèles à l'aide de réseaux de neurones. Donc, les réseaux de neurones artificiels, c'est un algorithme d'apprentissage entraîné avec des paires d'entrée et de sortie. Mais dans ce cas, il se base sur le fonctionnement des neurones à l'image de leur fonctionnement à l'intérieur du cerveau, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il va copier, entre guillemets, le fonctionnement des neurones à l'intérieur du cerveau humain. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vous ai proposé ici une illustration d'un réseau, enfin du fonctionnement d'un réseau de neurones. L'idée, c'est pas que vous maîtrisiez le deep learning à la fin de cette session, mais c'est au moins que vous ayez voilà, quelques notions par rapport à ces termes dont on entend énormément parler. Alors chaque neurone artificiel est assez simple. Chacun va utiliser plusieurs entrées et va appliquer un poids à chacune de ces entrées et créer une sortie en appliquant une fonction d'activation relativement simple. Donc c'est une méthode qui est assez intéressante parce qu'il permet de relier différentes couches de réseaux et en fait d'arriver à créer des réseaux qui ont une vraie profondeur. Et plus on va avoir de profondeur, plus on va pouvoir apprendre des fonctions très complexes et plus on va pouvoir traiter des problématiques très complexes grâce à l'IA. Voilà. Et donc ici, à titre d'illustration, vous voyez un réseau, un exemple de réseau neuronal résiduel. Donc celui-ci se compose de 52 couches. Vous les voyez toutes défiler. Donc, il s'appelle ResNet. Il a été utilisé dans le domaine de la vision par l'ordinateur. Et c'est d'ailleurs grâce à ce réseau qu'en 2016, certains chercheurs Microsoft ont établi la parité homme-machine sur la reconnaissance d'objets dans une image. Et donc, voilà, le deep learning est très souvent d'ailleurs utilisé sur tout ce qui est reconnaissance d'images. Voilà, on va s'arrêter là pour la partie deep learning et pour la partie, on va dire, un peu théorique. Ce que je vous propose ici, c'est plus de rentrer dans le détail du machine learning et de regarder un peu plus, avec un peu plus on va dire, d'exemples, en quoi consistent les différents modèles de machine learning qu'on peut voir aujourd'hui sur le marché. Alors, pour vous illustrer un peu ça, moi je vous propose 3 grandes catégories de machine learning à connaître. Donc l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement. Alors, même si les termes laissent un petit peu envisager, laissent comprendre de quoi il s'agit, concrètement, l'apprentissage supervisé, c'est l'être humain qui va, on va dire, orienter un maximum l'algorithme. Typiquement, ici, vous avez un exemple de reconnaissance d'objets, reconnaissance d'images. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va alimenter l'algorithme avec énormément de données, avec énormément d'images, mais qu'on va étiqueter, qu'on va taguer pour lui indiquer par exemple, quelles images montrent un avion, quelles images montrent une automobile, quelles images montrent un oiseau, etc. De cette manière, voilà, on le supervise dans son apprentissage de manière à ce qu'il soit derrière, en aval, capable de reconnaître un chat, un cerf, une automobile. L'apprentissage non supervisé, à l'inverse, n'implique pas en fait d'orientation par l'être humain. C'est-à-dire qu'en fait, on va alimenter l'algorithme avec énormément de données, donc ici par exemple avec énormément d'images, mais on va le laisser, entre guillemets, dresser des corrélations, dresser des connexions entre ces différentes données. Donc typiquement ici, on lui a donné beaucoup d'images, beaucoup d'images entre guillemets à analyser, et en fait, il les a regroupées par similarité, donc similarité de forme, similarité de couleur, et c'est en fait cette visualisation en 2D que vous voyez ici. L'apprentissage par renforcement, c'est encore une troisième méthode où là, en fait, donc c'est pas un algorithme qui apprend tout seul comme dans l'apprentissage non supervisé, c'est plus un algorithme qui, moi je dirais, apprend à apprendre, dans le sens où on lui indique l'ensemble des actions qu'il peut mener, donc l'ensemble des tâches qu'il est possible de mener pour lui, donc dans différentes combinaisons possibles, hein, on lui donne juste, on va dire, l'éventail des possibilités. On lui indique également quel est l'objectif, quel est l'indicateur de succès, qu'est-ce qui est attendu en fait, ou également potentiellement qu'est-ce qui est un
indicateur d'échec, hein, s'il y a des variantes. Et ensuite, on le laisse itérer, réitérer et essayer d'atteindre cet objectif du coup, en combinant différents types d'actions qu'il peut engager. Et en fait, il réitère jusqu'à, normalement, avec beaucoup d'échecs au début. Et il apprend entre guillemets de ses échecs et il va essayer en fait différentes combinaisons jusqu'à atteindre l'objectif de succès. Donc on va illustrer ça avec quelques exemples et notamment en vous donnant quelques types de modèles assez courants pour chacune de ces catégories. Donc pour l'apprentissage supervisé, on va beaucoup entendre parler de la classification et de la régression. La classification, ça va être prédire si quelque chose appartient à une classe discrète, donc une catégorie. Donc typiquement, ça va être, voilà, est-ce que mon image représente un chat ou un chien? Dans un cas, on va dire d'usage un peu plus courant, notamment dans le cadre médical, ça va être, par exemple, détecter des types de tumeurs sur des images médicales. La régression va plus concerner la prédiction d'un nombre. Donc là, ça va rappeler des bons souvenirs à ceux qui ont fait un peu de statistiques dans leur jeunesse. Mais là, on va plus retrouver en fait la régression dans tout ce qui va être pilotage financier ou encore pilotage de stock dans tout ce qui est grande distribution. On reviendra un petit peu demain sur quelques cas d'usage. L'apprentissage non supervisé, les types de modèles courants, ici, ça va être la détection de patterns ou la détection de schémas en premier lieu. Donc, la détection de patterns, en fait, c'est l'identification de groupes, alors de groupes d'actions, de groupes d'événements, de groupes de situations qui se répètent, en fait. Typiquement, la maintenance prédictive en usine va utiliser ce type de modèle. Donc, quand on dit événement, il faut penser par exemple, alors un événement, ça peut être une température qui varie, qui descend à un certain seuil. Ça peut être un niveau de pression. Donc, par exemple, quand on monitore une machine en usine, on enregistre différents événements, donc différents KPI de suivi, donc la température et la pression étant des exemples. Et en fait, voilà, ils vont être à certains niveaux. Et au fur et à mesure, on va dire des données qu'on enregistre, on va commencer en fait à repérer des schémas qui traduisent et qui laissent anticiper une panne. Typiquement, un schéma de panne, ça peut être la température qui diminue ou qui augmente, mais d'un dixième de degré, hein, donc quelque chose qui ne serait pas vraiment perceptible à l'œil humain. Une pression pareille qui augmente, mais de manière très très peu significative, mais qui, dans le temps, s'inscrit comme un élément qui annonce une panne. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut détecter des schémas annonciateurs on va dire d'un événement qu'on veut anticiper. Et c'est en ce sens que ça peut être utilisé aujourd'hui dans des scénarios de maintenance prédictive ou autres. Alors la détection d'anomalies, elle est assez proche de la détection de patterns, dans le sens où on va rechercher effectivement une situation anormale. Après, ça va être plus l'identification d'un événement qui sort du lot. Donc par rapport à, on va dire, à l'ensemble des événements historiques, on arrive à tracer une certaine régularité et donc on arrive à repérer quand un événement est, entre guillemets, anormal. C'est typiquement ce qu'on va utiliser dans tout ce qui est détection de fraude, notamment au niveau bancaire. Et alors, pour finir, dans l'apprentissage non supervisé, la segmentation ou le clustering, donc ça va être la création de groupes dont les membres sont similaires. Donc, dans le groupe, on va entendre par exemple soit des événements, soit des clients. Dans le cas de clients, ça va être en fait des clients qu'on va regrouper parce qu'ils vont avoir des comportements similaires. Quand je dis comportement, ça va être par exemple des comportements d'achat sur un site web, donc en termes de produits qu'ils ont achetés, en termes de régularité d'achat, en termes de visites sur le site web, régularité des visites sur le site web, de temps passé sur différentes pages du site web, etc. Donc en fait, plus on va les regrouper, plus on va déterminer des profils dominants et plus on va pouvoir du coup adresser chaque groupe de profils
de manière personnalisée. Et ça, du coup, ça va vraiment dans le sens de la personnalisation du parcours client. Et c'est typiquement à certains niveaux plus ou moins, on va dire, simple, ce que vous voyez déjà proposé sur pas mal de sites de e-commerce ou même d'autres sites comme Netflix, Spotify, qui aujourd'hui proposent des modèles de recommandations basés sur la segmentation. Et enfin, on arrive à l'apprentissage par renforcement. Donc vous vous rappelez ce modèle en fait qui apprend à apprendre, que moi je trouve vraiment très intéressant. Alors pour vous donner un petit peu, pour vous illustrer un peu le schéma que je vous ai proposé tout à l'heure, donc rappelez-vous, on parlait d'un algorithme à qui on donne effectivement un ensemble d'actions potentielles qu'il peut mener, et on lui indique qu'est-ce qui serait un indicateur de succès, qu'est-ce qui serait un indicateur d'échec par rapport aux résultats qu'on attend entre guillemets de lui. Donc là, j'ai pris 2 exemples, pour vous illustrer ça. Un exemple au niveau de la robotique. Donc là, vous voyez un petit robot qui doit avancer, en fait, sur un sol glissant, avec effectivement quelques mouvements et quelques angles potentiels au niveau de la patte avant. Et en fait, voilà, on ne lui a pas indiqué comment avancer sur un sol glissant. On lui a indiqué les différents mouvements qui pouvaient être faits avec cette patte avant. Et on lui a indiqué que le succès était potentiellement, alors je ne connais pas les détails, mais d'arriver à un certain niveau ou en tout cas à être à une certaine distance du sol tout en ayant, un déplacement linéaire. Et donc voilà, il teste plusieurs angles de la patte avant de trouver une manière d'avancer sans glisser. Et donc de manière un peu plus ludique, on retrouve également ceci au niveau du jeu Pac-Man. Alors Miss Pac-Man ici, c'est un algorithme à qui on a enseigné les différentes possibilités dans le jeu, c'est-à-dire avancer, droite, gauche, en bas. On lui a indiqué également que l'objectif était de manger un maximum des petits ronds blancs. Donc après 1500 épisodes, on a un taux de réussite de 25%. Donc 25% des parties sont gagnées par l'algorithme, parce que au fur et à mesure, il apprend que quand on tombe sur un petit fantôme, en fait on meurt, etc. Donc il teste différentes combinaisons et en fait au bout de 5000 parties d'entraînement, en fait on a un taux de réussite de 95%, ce qui est énorme par rapport à un joueur moyen. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne illustration de l'apprentissage par renforcement. Voilà, donc ça c'était pour vous donner un petit peu une vue globale des différents types de modèles qu'on peut voir dans l'apprentissage automatique, dans le machine learning, pour que vous soyez un peu plus à l'aise avec des termes comme supervisé, non supervisé, renforcement, ou encore segmentation, clustering, détection de patterns, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là on a parlé de beaucoup de modèles. Aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup de modèles qui ont déjà été créés, entraînés sur le marché, parce que pour adresser certains cas d'usage et certaines problématiques qui sont assez récurrentes. Donc aujourd'hui, il y a vraiment 2 grandes manières de faire de l'IA, entre guillemets. Vous pouvez faire effectivement de l'IA, ce qu'on va appeler l'IA customisée, c'est-à-dire on crée nos modèles de manière spécifique, from scratch comme on dit, donc depuis le début, on crée le modèle totalement. Ou alors, on peut avoir recours à des modèles d'IA qui sont pré-entraînés sur certaines tâches assez standards. Et donc là, on va retrouver des API, donc sous forme d'API, des modèles pré-entraînés qui peuvent faire de la reconnaissance visuelle, qui peuvent faire de la reconnaissance vocale, etc. Donc côté Microsoft, on propose aujourd'hui ce qu'on appelle des services cognitifs, qui sont des API qui vont permettre de faire la détection d'objets dans une image, mais sur un éventail de possibilités assez standard au final, qui vont pouvoir aussi faire par exemple de la reconnaissance vocale ou encore de la traduction instantanée. Et c'est typiquement ce type de modèle qu'on utilise nous-mêmes dans nos autres solutions comme Microsoft 365, PowerPoint, aujourd'hui qui intègre de la traduction en simultané, utilise ce type d'API pré-entraîné. Voilà, et ce sont des modèles qui permettent de gagner du temps quand on a un projet en IA, à partir du moment, bien évidemment, où ça adresse la problématique investiguée.
Voilà, donc nous en avons fini pour notre premier épisode AI Business School. J'espère que ça vous a plu. Avant de passer aux questions, donc je voulais tous vous remercier d'avoir suivi ce premier épisode autour du pilier comprendre l'IA. Alors pour information et rappel, les autres piliers seront traités les autres jours de la semaine, donc je vous donne rendez-vous demain à 11 heures pour IA et cas d'usage. Et puis tous les épisodes seront également disponibles en replay et on communiquera là-dessus à la fin de la semaine. N'oubliez pas que pour approfondir le sujet traité aujourd'hui ou retrouver les autres piliers, je vous invite à visiter le MOOC AI Business School qui est disponible gratuitement. Merci à tous et puis on va passer aux questions.